Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires. On adore ça. Claude Moniquet, la question est simple. L'Europe parle-t-elle finalement d'une seule voix à Vladimir Poutine ? En tout cas, depuis le voyage de messieurs Scholz, Draghi et Macron à Kiev, il y a plus d'unité. On voit qu'il y avait un fossé assez large entre l'Europe centrale, essentiellement l'Angleterre qui n'est pas dans l'Europe, mais qui est quand même très proche, et ces trois pays, qui sont les trois pays les plus puissants, les plus peuplés, les plus riches de l'Union européenne. Rome, Paris et Berlin étaient favorables au maintien d'un dialogue avec Poutine. Mais toujours encore. Ils le sont toujours, mais il a été clairement dit et répété et dit de manière définitive et ferme, je pense, par Macron pour lever toute ambiguïté, que ce dialogue, c'était un dialogue pour le futur, mais que pour le moment, il y avait une guerre en cours et que dans cette guerre, ces pays étaient du côté de l'Ukraine, qui est la partie agressée. Donc je crois que les ambiguïtés sont levées. Après, si ça dure des mois ou des années, on verra comment les choses évoluent, parce que l'opinion publique sera à prendre en compte, bien sûr. L'opinion publique sera à prendre en compte, et Vladimir Poutine a-t-il réagi immédiatement, ou est-ce un hasard, le fait que les fournitures de gaz étaient diminuées, spécialement justement vis-à-vis de ces pays? C'est à la fois peut-être un hasard, non, c'était programmé. Cette baisse des livraisons de gaz russe était programmée. Est-ce qu'elles ont été accélérées par la position des trois capitales les plus importantes de l'Union européenne? C'est pas certain. On peut penser qu'il y a, et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on observe, il y a une espèce, comment dire, je dirais pas de rétropédalage, mais d'adoucissement très très relatif de la position russe, en tout cas pas sur le terrain, parce que les massacres continuent, mais dans la verbalité. Poutine a déclaré que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ne lui posait pas de problème, par exemple, ce qui est quand même relativement nouveau et relativement positif. Mais il reste très clairement que dans cette guerre, Poutine reste isolé, qu'il essaie d'avoir des gains territoriaux dans l'est de l'Ukraine, qu'il y arrive petit à petit, mais c'est pas gagné, parce qu'il y a encore, on le dit toujours, on le répète, mais il va y avoir ce déploiement, cette montée en force de l'armement ukrainien. Donc la situation reste extrêmement tendue. Et ce qui est intéressant à Moscou, c'est que pour le moment, le plus agressif n'est pas Vladimir Poutine, mais notre ami Dmitri Medvedev, ex-premier ministre, ex-président de la Russie également, qui était un proche. Ce n'est pas une posture simplement interne à la Russie? Interne peut-être, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, Medvedev était resté relativement muet. Et en une semaine, même pas 10 jours, il vient de sortir des tweets et des déclarations qui sont d'une violence qui n'a même pas été celle de Poutine. Quand il dit qu'il déteste l'Occident, qu'il veut la destruction de l'Occident, on pourrait imaginer qu'il est mandaté par Poutine pour justement adoucir Poutine. Il a toujours été aux ordres de Poutine, Medvedev, au fond. Ou on pourrait imaginer, et ce serait peut-être plus intéressant stratégiquement, que c'est l'annonce du fait que, d'une manière ou d'une autre, et peut-être par raison de santé, M. Poutine s'approche doucement de sa date de péremption, que tout le monde le sait à Moscou, et qu'il se place. Et qu'il se place en étant le dur parmi les durs, pour montrer aussi le Viki, les membres des services secrets, les ex des services secrets et de l'armée, qu'il est aussi dur, voire même plus dur que Poutine. Alors qu'on sait très bien qu'il n'était pas dur, il était même plutôt pro-occidental. Donc n'est-ce encore une fois qu'une posture peut-être pour prendre une place, mais que fondamentalement Medvedev n'est pas un vrai méchant? Alors, je ne pense pas que Medvedev soit un vrai méchant, mais je ne pense pas que Medvedev soit un vrai gentil non plus. C'est un Russe. Et je pense que alors, je ne suis pas en train de dire que tous les Russes sont méchants, hein, mais il y a dans le monde politique russe, en tout cas dans ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il y a une unité de vue sur la Grande Russie, sur la puissance de la Russie et la place de la Russie dans le monde, et une unité de vue sur l'Ukraine. Il peut y avoir des divergences marginales, mais sur le fond, ils sont tous d'accord sur le fait que la Russie doit dominer son ancien bloc. Donc on est d'accord sur le fait que la Russie estime que l'Est de l'Ukraine est définitivement russe, que le Donbass, quoi qu'il arrive, ne redeviendra jamais un territoire ukrainien, qu'on peut mettre une croix là-dessus. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils espèrent, on verra. C'est ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qui existe sur le terrain maintenant, et c'est ce qui probablement peut mettre fin à la guerre, c'est-à-dire l'acceptation au bout du compte que l'Est, le Donbass, est russe,
et que la paix ne peut se créer qu'à partir de cette constatation-là. Les gains territoriaux de la Russie seront un des éléments fondamentaux des négociations quand l'heure des négociations viendra. Mais ce sera une paix provisoire. L'Ukraine mettra peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, 4 siècles, on verra, on ne sera plus à propos en juger. Mais l'Ukraine n'acceptera jamais qu'une partie de son territoire, 30% à peu près de son territoire quand même, enfin entre 20 et 30%, soit amputée, quelle que soit la population qui y vit. Oui, sauf que les gens qui vont vivre dans cette nouvelle Ukraine vont aussi penser différemment. Un petit peu comme les Ukrainiens nés en 1990 pensent post-bloc soviétique. L'Ukraine nouvelle va probablement aussi, avec le rouble, la culture, l'argent et les moyens que la Russie va mettre, commencer à penser plutôt russe. Comme d'ailleurs, pour l'instant, la moitié pense plutôt russe. Donc, il faut faire attention à une le temps chose. peut donner aussi raison au bloc soviétique, si on peut l'appeler ainsi. Il faut faire attention à une chose, c'est que quand même dans cette partie russophone de l'Ukraine, où il n'y a pas de majorité d'ailleurs, il y a des majorités dans des poches, il y a des endroits où les Russes sont très forts, et puis il y a des endroits où les Ukrainiens sont majoritaires, et puis là, d'autres zones où il y a un véritable mélange. Dans les gens qui ont quitté, premièrement, dans les gens qui ont quitté cette zone face à l'offensive russe, il y a beaucoup de russophones. Il y a beaucoup de russophones aujourd'hui en Ukraine qui étaient naturellement pro-russes et qui ne le sont plus à cause de la guerre. Et puis il y a quand même une partie de ces russophones dans ces villes, Severodonetsk aujourd'hui, qui depuis des semaines prennent sur la tête des bombes russes. Ça ne les remplit pas, même s'ils sont pro-russes, d'une sympathie énorme pour le Kremlin. Donc je pense vraiment qu'il faut attendre. Il faut attendre. On verra ce que donne la situation militaire, comment on évolue. Mais les jeux ne sont pas faits. Les jeux sont sans doute en train de se faire tactiquement aujourd'hui sur le terrain en termes d'occupation du terrain, mais en termes politiques, en termes de gain final, d'effet final recherché et de gain final pour la Russie, les jeux sont loin d'être faits. Claude Moniquet, on se retrouvera certainement très rapidement parce que malheureusement, cette guerre n'est pas terminée et que malheureusement, nous en subisserons les conséquences et que malheureusement, il faudra en reparler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.